En tous les cas dont moi je m'occupe à Poitiers, et donc qui se base sur la notion d'enrichir l'environnement chez l'homme, donc dans le sevrage tabagique. Je pense que j'avais 40 minutes, je pense que j'ai été certainement trop gourmande. Donc il va peut-être falloir que je coupe avant de vous perdre complètement, peut-être. Voilà, je pense que j'ai choisi de vous donner beaucoup d'éléments, et peut-être trop. Donc, je voulais d'abord insister sur le fait que les études dont je vais vous parler maintenant sont construites autour d'une équipe qui est vraiment pluridisciplinaire. Et ces études, elles ont permis effectivement de générer un certain nombre de collaborations. Donc, elles sont construites au cours de différentes équipes qui sont composées évidemment de professionnels médicaux et paramédicaux en soins primaires, des hospitaliers universitaires et puis également des chercheurs, et qui appartiennent à des domaines de compétences variés. Et donc au cours de ces travaux, effectivement, on a initié des collaborations. Alors moi, je l'ai dit, pharmacologue de formation, et on a effectivement tissé des collaborations avec la psychiatrie, avec la dictologie, la tabacologie, mais également la psychologie, les sciences humaines et sociales, la méthodologie et la santé publique, pour ne citer que. Et donc, nos objectifs sont doubles. D'abord, d'essayer d'identifier de nouveaux candidats dans l'aide à l'arrêt de la consommation de tabac. Et puis, un autre objectif est d'identifier aussi les facteurs de susceptibilité du maintien ou non de l'abstinence tabagique. En d'autres termes, l'idée, c'est vraiment d'identifier des facteurs de risque de rechute afin de tendre le plus possible vers une prise en charge personnalisée du sevrage et de son suivi. Et on s'intéresse, dans le cadre de cette recherche, à différentes populations de fumeurs. Alors, je vais passer très rapidement sur la diapositive suivante, mais c'est juste pour vous résumer le contexte. Et donc, nos objectifs, c'est vraiment, comme je l'ai dit, d'identifier de nouvelles approches dans le sevrage qui viendraient non pas forcément se substituer aux approches existantes, mais plutôt renforcer l'efficacité des traitements qui sont les traitements de référence à l'heure actuelle de la prise en charge, donc soit les traitements psychocomportementaux, soit les traitements médicamenteux à base de TNS. Et on s'intéresse plus particulièrement à la rechute, cet aspect un peu troublant de l'addiction, qui est ce risque de rechute qui va être durable finalement dans le temps. Et pour s'intéresser à la rechute, on va nous cibler plus spécifiquement deux aspects. Un premier aspect qui est le craving, ce craving qui va perdurer plusieurs semaines, plusieurs mois chez le patient abstinent au-delà de la période de sevrage physique. Et puis enfin, un deuxième aspect qui va nous intéresser, c'est la gestion du stress, le stress dont on sait qu'effectivement c'est un déterminant extrêmement important dans le succès d'un sevrage chez un patient qui a déjà arrêté de fumer. Alors toute cette recherche, elle démarre... Oh là là, effectivement, c'est très sensible. Voilà, je ne vais pas y arriver. Voilà, toute cette recherche, elle démarre... non. Toute cette recherche démarre... le pointeur ne marche pas. Si. Je vais trop vite, c'est ça? Ah ouais, bon. Ah d'accord, ok. Donc, je vais plus toucher. Donc, je ne prends pas de pointeur. Je voudrais juste dire que la recherche, donc, le départ de cette recherche, elle émane de l'unité INSERM 1084 auquel j'appartiens, qui est le laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques, le LNEC, qui est une unité multi-équipe. Et parmi les trois équipes, il y a une équipe qui s'appelle la neurobiologie, la neuropharmacologie des désordres psychiatriques, qui est dirigée par le docteur Marcello Solinas. Et donc, cette équipe, elle s'intéresse depuis de nombreuses années maintenant aux facteurs qui vont influencer le développement et le maintien de la dépendance aux drogues.
et des facteurs, des mécanismes sous-jacents à cette dépendance à des fins qui sont des fins bien évidemment thérapeutiques. Et on a une recherche qui est une recherche préclinique, mais qui est également une recherche également translationnelle. Et notre équipe va s'intéresser plus particulièrement aux effets de l'environnement dans ces comportements addictifs. Et donc, ce n'est pas n'importe quel environnement, mais on s'intéresse à l'enrichissement de l'environnement. Alors c'est quoi? C'est le fait d'être hébergé, là, en laboratoire en tous les cas, nos animaux, dans des conditions positives, stimulantes. Et on va modéliser ces conditions positives stimulantes par ce qu'on appelle l'environnement enrichi, dont je vous ai mis une représentation schématique en haut et une représentation en pratique telle qu'elle est faite au sein de notre laboratoire par rapport ici à gauche à un environnement qui est standard. Et donc, cet enrichissement de l'environnement, il permet quoi, hein, quand il est modélisé au laboratoire? Eh bien, il permet, comme c'est marqué en haut, d'obtenir des stimulations en fait somatosensorielles, cognitives, motrices ou encore visuelles qui vont permettre d'activer différentes régions cérébrales. Et qu'est-ce qu'a montré notre équipe? Eh bien, elle a montré que elle a montré que l'hébergement, hein, la modélisation de l'environnement enrichi tel qu'on le fait au laboratoire permettait d'avoir des effets préventifs sur le comportement, sur le développement des comportements addictifs, en diminuant notamment les effets pharmacologiques et renforçant des drogues, en diminuant la recherche de drogue, en diminuant la motivation. Également des effets curatifs, en diminuant le risque de rechute. Et tous ces travaux, bien évidemment, ont été corroborés par d'autres équipes au niveau international. Et puis, ces effets bénéfiques de l'environnement enrichi, eh bien, ils peuvent être vrais pour différentes drogues hein, appartenant à des classes pharmacologiques différentes, dont la nicotine, qui va être le sujet de cette présentation. Alors, la question qui s'est posée ensuite, c'était de savoir comment on allait pouvoir passer finalement de ces expérimentations et de ces résultats intéressants chez l'animal, eh bien chez l'homme. Et en d'autres termes, donc, moi la question que je me suis posée, c'était de pouvoir réaliser la modélisation de cet environnement enrichi chez les sujets dépendants et en particulier chez les sujets tabagiques. Donc pour répondre à cette question, il y avait plusieurs pistes bien évidemment, et la première approche que l'on a envisagée, c'était plutôt une approche qui est une approche pharmacologique, l'idée étant d'identifier une molécule qu'on pourrait qualifier d'environnement mimétique et qui permettrait finalement de pouvoir donner aux patients un médicament avec des effets identifiés, des effets reproductibles qui seraient facilement mis en œuvre en pratique clinique. Alors pour identifier ce type de molécule, on s'est intéressé à l'un des effets les mieux connus de l'environnement enrichi, qui est le fait de pouvoir induire ce qu'on appelle la neurogenèse, en particulier la neurogenèse hippocampique. Et donc on a cherché des molécules, des médicaments qui étaient capables, de la même manière que l'environnement enrichi, de reproduire ces effets comportementaux en modulant les effets neurobiologiques. Et donc, c'est des travaux dont je ne parlerai pas hein, parce que c'est des travaux passés, mais effectivement, on a fait d'abord en préclinique chez l'animal, on a évalué l'intérêt de statines, et notamment des statines passant la barrière hémato-encéphalique, et on a montré chez le rat qu'on permettait de réduire le risque de rechute à des dépendances comme la dépendance à la cocaïne ou encore à la dépendance à la nicotine. Et ces résultats prometteurs, on a évidemment voulu ensuite les confirmer chez l'homme, et c'était facile, hein, puisque la simvastatine est une molécule utilisée depuis de nombreuses années. Donc on a mis en place une étude de preuve de concept qui est terminée depuis un certain nombre d'années, mais qui n'a pas permis de confirmer ces résultats initiaux. Donc c'était retour finalement à la case départ, et donc on a envisagé toujours une approche médicamenteuse. Mais cette fois-ci, il fallait rechercher d'autres hypothèses par lesquelles l'environnement enrichi ou les neuroadaptations induites par l'environnement enrichi pouvaient diminuer la vulnérabilité à l'addiction. Et donc, on est parti sur une autre hypothèse qui est l'importance du stress, de la gestion du stress dans la vulnérabilité à l'addiction et dans le succès ou non d'un sevrage.
Et donc les études épidémiologiques et précliniques ont montré que finalement l'environnement enrichi aurait un rôle qui serait opposé à celui du stress. Et comme vous le voyez en haut à droite de cette diapositive, eh bien effectivement le stress constituerait un facteur de risque, un facteur de vulnérabilité à l'addiction. Et à l'inverse, l'environnement enrichi constituerait un facteur protecteur, avec, vous le voyez, des flèches qui vont dans des sens opposés, donc effectivement des effets opposés, que ce soit au niveau comportemental ou encore au niveau neurobiologique, et notamment au niveau du système du stress, au niveau neuroendocrinien. Et donc, eh bien, on a postulé que les effets bénéfiques de l'environnement enrichi permettrait, comment ça fonctionnerait? Ça permettrait de réduire les effets renforçants des drogues et leur capacité à induire des changements à long terme de la neuroplasticité. Et puis, ça permettrait de résister au désir de reprendre la drogue et ainsi diminuer le risque de rechute en restaurant finalement un système de stress normal, entre guillemets, c'est-à-dire en tous les cas identique à celui qu'il y avait avant la prise, l'entrée dans la consommation de drogue. Et donc ça souligne bien évidemment, c'est donner l'importance du stress, de la gestion du stress à chaque étape de l'addiction bien évidemment, mais ça souligne aussi l'importance des conditions de vie du sujet qui est abstinent et qui tente un sevrage. Alors on est parti sur cette idée du stress et on a une littérature qui finalement est assez abondante et qui montre le rôle prépondérant des circuits cérébraux du stress dans les comportements addictifs, avec l'idée qu'à côté du circuit de récompense, eh bien, il faudrait cibler justement ces circuits cérébraux du stress pour essayer de diminuer la vulnérabilité à l'addiction. Et parmi les médiateurs qui seraient particulièrement impliqués, on va retrouver une suractivation de la noradrénaline, justement, bien sûr dans les moments de stress, bien évidemment, mais également une suractivation de cette noradrénaline pendant les phases de manque, pendant les phases d'abstinence. Donc à partir de là, on sait très bien à l'heure actuelle que donc on a pensé que moduler ce système adrénergique pourrait peut-être avoir un intérêt en thérapeutique. On sait à l'heure actuelle qu'il existe des pharmacothérapies qui vont moduler ce système adrénergique, mais aucune, en tous les cas, n'est utilisée pour le traitement de l'addiction au tabac. Et donc on s'est penché un peu plus sur la question, et notamment on a été regarder dans la littérature si au niveau préclinique on avait des éléments pertinents pour dire que cette modulation adrénergique avait un intérêt. Et on a identifié dans l'addiction au tabac, parce que je vais vraiment recentrer sur le tabac, les effets potentiels, notamment des alpha-1 antagonistes comme la prazosine ou encore la doxazosine dans cette addiction au tabac, avec une étude que j'ai illustrée ici, qui est l'étude de Forger de 2010, qui montre effectivement que cet alpha-1 antagoniste réduirait l'auto-administration de nicotine, réduirait également le comportement de rechute, et c'est ce que j'ai essayé de vous mettre ici. Ici, on a des animaux qui ont été entraînés à l'auto-administration de nicotine, puis il y a une phase d'extinction pendant laquelle ils n'ont plus l'administration de nicotine, et on va refaire une injection et on va mesurer leur comportement de recherche de drogue, de rechute. Et on voit qu'on a effectivement, ici c'est le placebo, le véhicule, et ici on a une diminution dose dépendante de la recherche de nicotine chez les animaux qui ont été traités avec la prazosine, sans modification de leur comportement de recherche, puisque dans les mêmes conditions, la recherche de nourriture n'est pas altérée. Et ce qu'on voit, c'est comment ça marche. Eh bien, ils sont intéressés, ces auteurs, à mesurer les concentrations de dopamine. Et ils montrent, ces auteurs, que, évidemment, l'administration de nicotine entraîne une augmentation de la dopamine qui va être libérée, et que c'est les petits triangles à l'envers blanc en présence de prazosine, eh bien, on va diminuer cet effet de la libération donc, de dopamine induite par la nicotine. À partir de là, on s'est dit, oui, mais qu'est-ce qu'il en est chez l'homme en fait? Et est-ce qu'on a des données chez l'homme de cette modulation adrénergique et de son intérêt dans l'addiction au tabac? On a donc réalisé une revue systématique, méta-analyse des données de la littérature. Cette méta-analyse, elle a été réalisée par le docteur Paul van der Kam dans le cadre de son doctorat d'université et qui est dans la salle aujourd'hui. Et on s'est attaché donc par cette revue de la littérature, essayer d'évaluer l'efficacité donc de ces médicaments qui agissent sur le système adrénergique
soit sur les récepteurs alpha, soit sur les récepteurs bêta, dans le sens d'un agonisme ou d'un antagonisme, dans l'addiction au tabac et l'addiction à l'alcool. Alors, très rapidement sur les résultats, on avait, dans le cadre de cette revue de la littérature, on a pu inclure plutôt des essais randomisés et ceux qui concernaient, donc on avait 9 études qui concernaient l'addiction au tabac, ce qui permettait de pooler les données de 989 fumeurs. Et ce qu'on voit dans la littérature, finalement, c'est qu'on a des données qu'avec certains types de modulateurs adrénergiques. On avait des données avec la clonidine, qui est un alpha-2 agoniste, 7 études, et puis 2 études seulement avec des bêta-bloquants. Le contrôle, c'était quoi? C'était soit un placebo, soit une thérapie de groupe. Et enfin, le critère, l'outcome, c'était systématiquement donc l'abstinence tabagique. Eh bien, qu'est-ce que nous a permis de montrer cette étude? Si on s'intéresse donc à cette abstinence tabagique, on voit qu'on obtient un effet significatif de l'alpha-2 agoniste, donc la clonidine, sur l'abstinence tabagique, sur ces 989 fumeurs. En revanche, on n'a pas pu conclure quant à l'intérêt des bêta-bloquants sur l'abstinence tabagique. En effet, on ne montre pas d'effet significatif, mais on a des données extrêmement limitées, puisque vous voyez qu'on avait 70 patients dans le groupe traitement et 69 patients uniquement dans le groupe contrôle, issus de 2 études seulement. Enfin, on n'avait absolument finalement aucune donnée dans la littérature sur le fait d'aller antagoniser les récepteurs alpha-1 adrénergiques, alors même que je vous ai dit qu'on avait quelques résultats en préclinique qui étaient plutôt prometteurs avec ce type de modulation adrénergique. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis. Je ne vous dis... Alors, on a vu, alors je ne les présente pas, mais les antagonistes alpha adrénergiques, on a fait aussi le pendant dans cette méta-analyse avec l'addiction à l'alcool. Et là, on a des effets significatifs avec une réduction de la consommation d'alcool chez les patients traités par la prazosine et la doxazosine. Alors oui, je vous dis, ce n'est pas tout à fait vrai. Et on avait quand même quelques données chez l'homme avec une étude, cette étude de Versplatz et collaborateurs de 2017, qui sont intéressés à l'effet de la doxazosine dans un modèle humain de rechute induit par le stress. Et en fait, cette étude, on ne l'avait pas inclue dans notre méta-analyse pour des raisons tout simplement méthodologiques, puisqu'il s'agit d'une étude vraiment de laboratoire, qui était une étude de recherche de dose, où ils ont évalué finalement l'intérêt de la doxa 4 mg jour ou 8 mg jour par rapport au placebo. Et ils ont évalué 3 aspects, le craving, le changement du craving induit par un stress, également la résistance à l'envie de fumer, et puis enfin à droite, la consommation tabagique. Je vais très rapidement sur cette étude, c'est juste pour vous montrer ce qu'ils ont fait. Donc c'est en haut à droite. En fait, les patients fumeurs volontaires pour cette étude subissaient une déprivation nicotinique de 15 heures, puisqu'ils devaient à 22 heures la veille arrêter de fumer. Puis ils étaient vus au laboratoire. Ils subissaient une procédure soit neutre, soit de stress, d'induction d'un stress. Et puis ensuite, donc, on mesurait le craving avant et après. Et puis ensuite, eh bien, ils avaient une période de 50 minutes auquel on allait mettre à leur disposition 8 cigarettes, des allumettes, un cendrier. Et ils avaient la possibilité de reprendre la cigarette s'ils le souhaitaient, avec quand même le challenge que toute période de 5 minutes où ils ne reprenaient pas, ils gagnaient de l'argent en fait. Et au bout de ces 50 minutes, on leur laissait de nouveau à disposition ces cigarettes. Et puis après, eh ben, ils pouvaient les consommer comme ils voulaient. Et on allait mesurer la quantité de cigarettes qui allaient être fumées. Que montre cette étude? Eh bien que la doxazosine 8 mg, elle permet de diminuer le craving post-exposition au stress par rapport au placebo, qu'elle permet également d'augmenter la résistance à l'envie de fumer et qu'elle permet aussi de diminuer la consommation donc, de cigarettes par rapport au placebo. Donc voilà, à partir de ces données-là, celles de Versplatz, celles précliniques et issues de notre méta-analyse, eh bien, on a construit un projet de recherche clinique. Ce projet de recherche clinique s'appelle TAB-alpha. Et donc c'est un essai qui vise à évaluer l'efficacité à 3 mois de la doxazosine versus placebo, associé, je le répète, au traitement de référence qui reste la substitution nicotinique. Dans l'aide au sevrage tabagique, c'est 142 fumeurs.
C'est un essai qui se veut multicentrique, il va être randomisé, il va être réalisé en double aveugle sur deux groupes parallèles qui vont être suivis. Et c'est un essai donc qui va se réaliser en médecine, enfin qu'on souhaite réaliser en médecine générale, et dont l'investigateur principal est le docteur Paul van der Kam. Donc c'est un essai qui n'est pas encore en cours, hein. On cherche les financements à l'heure actuelle en répondant à différents appels à projets avant de démarrer donc de cet essai. Je continue avec ma modélisation de l'environnement enrichi chez l'homme, avec donc à côté donc de ces approches qui étaient des approches pharmacologiques, simvastatine, alpha-antagonistes, d'autres types d'approches qu'on envisage et qui sont donc des approches, cette fois-ci, des interventions non médicamenteuses, non pharmacologiques, qu'on va venir là encore adosser au traitement de référence de l'addiction au tabac. Et on cible là de nouveau le craving et on souhaite pouvoir agir sur le craving en modulant de nouveau, bien évidemment, le stress. Et l'intervention donc que l'on propose, l'intervention non médicamenteuse, est la musique. Une intervention musicale qu'on vient adosser au substitut nicotinique. Et on considère à ce moment-là comme la musique comme une forme d'environnement enrichi qui pourrait être adaptée à l'accompagnement du sevrage tabagique. Alors pourquoi on a choisi la musique? Parce que on sait que l'écoute d'une musique qui est agréable sur le plan personnel va permettre d'activer différentes régions cérébrales et notamment des régions cérébrales impliquées dans l'émotion et dans le plaisir, avec l'activation du circuit évidemment de la récompense et la libération de dopamine de la même manière que le ferait une substance d'abus. Et à partir de cette hypothèse-là, mais également du fait que la musique, ça permettrait de réduire le stress, ça permettrait également par des mécanismes d'induire la neurogenèse et la neuroplasticité. Ceci nous a encouragés donc à pouvoir mettre en œuvre ce type d'intervention. Alors, qu'est-ce qu'on sait de stress, musique et craving? Donc, effectivement, les effets bénéfiques de la musique, elles ont été identifiées dans plusieurs pathologies par ce mécanisme de réduction du stress avec des effets positifs sur l'éveil physiologique, sur les expériences de stress psychologique. En ce qui concerne la dépendance, l'addiction, on a des données cette fois-ci un petit peu plus limitées et on a, là je vous présente juste deux études qui se sont intéressées justement à l'effet de la musique sur le craving chez des patients à gauche qui sont des patients fumeurs et puis à droite c'était des patients qui avaient différents types de consommation et pas uniquement du tabac. Et donc dans cette première étude de Perkins ici, eh bien, il montrait finalement l'effet plutôt négatif de la musique et le fait de montrer des images négatives associées à une musique congruente qui allait avec les images, eh bien, était capable d'induire une humeur négative chez ces fumeurs et ça entraînait bien évidemment une augmentation du craving qui était associée. À l'inverse, dans l'étude de Silverman, eh bien, ils ont montré qu'on pouvait obtenir des taux plus faibles de craving lorsqu'on ces patients étaient pris en charge par une musicothérapie, en fait, un atelier de musicothérapie, plutôt que par une thérapie verbale chez patients donc, qui sont dans un processus de sevrage. Alors, proposer la musique pour accompagner le sevrage tabagique, mais à quelle population on va la proposer? Alors, oui, à notre connaissance, aucune étude n'a évalué l'intérêt de la musique dans l'arrêt du traitement du tabac. Et donc, quelle population? C'est ma diapositive suivante. Donc, on a en fait, donc, je vous présente là deux études en fait qui sont en cours, pour lesquelles le recrutement a commencé. La première étude, elle s'attache donc à aider des populations jeunes, des jeunes adultes, et elle s'intéresse aux étudiants 18-30 ans, dont on sait que la prévalence du tabagisme quotidien est encore trop élevée. Et puis, c'est une population, c'est une tranche d'âge qui est une période de transition et qui donc nous donne l'opportunité de pouvoir modifier évidemment les comportements, la trajectoire des comportements tabagiques avec un impact in fine important sur la santé publique.
On sait que pour cette population jeune, il y a peu de programmes spécifiques d'arrêt du tabac. Et finalement, ces jeunes, ils sont finalement assez peu motivés pour arrêter de fumer. Ils vont rarement demander de l'aide et ils vont finalement reporter à plus tard, dans 48% des cas. Mais quand on les interroge un peu plus, c'est ce qu'a fait cette étude américaine qui a interrogé donc des jeunes Américains fumeurs âgés de 18-34 ans sur les obstacles qu'ils voyaient à arrêter de fumer. Eh bien, ils répondent à 59% qu'un des obstacles, c'est le fait qu'ils vont perdre le moyen qu'ils avaient de gérer leur stress. Et à 52%, ils vont aussi craindre le craving et évidemment les symptômes de sevrage. La deuxième population qui nous intéresse dans le cadre de cette intervention non pharmacologique, ce sont les professionnels de santé. Alors pourquoi les professionnels de santé? Parce qu'ils ont un rôle essentiel évidemment dans la lutte anti-tabac, mais que évidemment ils ne sont pas non plus épargnés par le tabagisme, avec une variabilité du tabagisme qui dépend des catégories professionnelles de santé. Or, la littérature montre que le statut tabagique va avoir une influence sur la manière dont il dispense les traitements de sevrage tabagique. Et je vous illustre juste ce point avec cette étude de Duhaso de 2014 qui s'intéresse aux médecins et qui ont montré effectivement des différences significatives entre les fumeurs non-fumeurs et les fumeurs et anciens fumeurs concernant déjà le conseil d'arrêter de fumer. Donc ils vont tous interroger de la même manière les patients. En revanche, ils seront moins susceptibles de conseiller l'arrêt. Et puis enfin, dans l'accompagnement et dans les conseils lors du sevrage, ils seront moins susceptibles aussi de donner ces conseils. Et on retrouve des résultats tout à fait similaires. Ils ont fait une étude similaire avec les infirmières, par exemple, où on retrouve effectivement, au niveau du conseil et au niveau de l'accompagnement du sevrage, des différences selon le statut tabagique. Enfin, dernier point important, c'est que la musique a été évaluée en termes de réduction du stress, je vous l'ai dit en introduction, chez les professionnels de santé, et notamment dans le cadre de la réduction de l'épuisement professionnel. Et je vous montre cette étude parce qu'en fait, cette étude, on utilise finalement cette application de musique pour prendre en charge les patients dans le cadre de la recherche clinique à l'heure actuelle. Donc là, c'était des personnels soignants qui pouvaient bénéficier de 1 à 5 séances de musicothérapie. Vous avez les résultats en termes d'évaluation du stress avant et après chacune de ces 5 séances, avec une réduction après chacune des séances de musicothérapie. Et puis après, sur le schéma juste en bas à gauche, on a les réductions relatives du stress, c'est-à-dire le changement après chaque session par rapport au niveau de stress initial, qui montre également, par chacune des séances de musicothérapie, une réduction du stress. Donc cette étude, je ne l'ai pas dit pour la précédente, la première étude s'appelle Mustop Smoke et elle a reçu un financement dans le cadre du GIR-CISO. Et cette deuxième étude, et donc elle est en cours, elle a démarré, elle vise à inclure 120 jeunes de l'Université de Poitiers et elle se fait en collaboration avec le SSU, le service de santé universitaire du CHU de Poitiers et le centre d'investigation clinique. Et puis la deuxième, MUSMOC-Health, elle a bénéficié d'un financement par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Elle vise à inclure 50 professionnels de santé et elle vient juste de démarrer. Ça, je vais peut-être passer. Et donc, notre critère de jugement principal dans ces études, c'est avant tout le craving que l'on va mesurer à 1 mois de traitement et qu'on va comparer à celui avec les TNS seuls et puis également à 2 et 3 mois. On va s'intéresser également dans les objectifs secondaires à mesurer l'impulsivité et je vais vous montrer pourquoi on s'intéresse aussi à cet aspect qu'est l'impulsivité. Donc ça, c'est juste les 2 affiches. Je relaye juste la communication pour pouvoir inclure des patients dans ces 2 recherches cliniques. Je ne sais pas combien de temps il me reste. J'avais pas mis. Combien ? 5 minutes. Alors, je vais très, très vite. Je vous ai dit que l'autre volet, c'était d'identifier des facteurs de susceptibilité au maintien ou non de l'abstinence tabagique, que ces facteurs soient biologiques ou psychosociaux.
Je vous ai dit précédemment qu'on avait fait une première étude avec des statines chez l'homme qui n'avait finalement pas confirmé les résultats précliniques. Mais dans le cadre de cette étude, on a initié une collaboration avec une unité de recherche en sociologie et avec une doctorante, Estelle Laurent à l'époque, qui est venue au bout des 12 mois de ce protocole de sevrage tabagique pour faire des entretiens semi-dirigés. Sur 13 volontaires, 15 abstinents et 22 non-abstinents, l'idée étant de voir bien évidemment quels étaient donc les éclairages sociologiques sur les conditions d'arrêt et puis aussi sur le maintien ou non de l'abstinence. Donc je vais peut-être aller vite, voilà, vous pourrez aller regarder les résultats. Elle a mis en évidence, par exemple, que dans la démarche de cessation de tabac, il y avait des confiances différenciées selon le genre dans l'efficacité même du traitement. On avait 14 hommes non abstinents, 11 disaient que c'était le médicament, à cause du médicament, qui n'était pas efficace chez eux. Je vous ai mis un narratif d'ailleurs. Il y avait 8 femmes non abstinentes, une seule remettait en question le médicament dans le cadre de son échec. On retrouvait également l'importance donnée à la volonté parmi les patients abstinents. Ils mettaient en avant beaucoup la volonté comme un élément absolument indispensable à leur succès. Et puis, on a effectivement revu la pression sociale exercée par la famille, mais également par l'environnement social, et notamment l'organisation de la vie sociale, les conditions de travail qui peuvent mettre à mal le succès et le maintien de l'abstinence. Enfin, il y avait effectivement aussi un certain nombre de rétributions objectives et symboliques qui étaient mis en avant, comme le gain financier, bien évidemment, mais également des gains sensoriels, le fait d'améliorer l'estime de soi, le fait de gagner du temps, etc. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment encore beaucoup de temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un aspect qui nous intéresse beaucoup. Et là, c'est une collaboration qu'on a mis en œuvre avec le docteur Paul Bruno, qui est addictologue à Tours. Et on est parti du principe que certaines caractéristiques psychopathologiques pouvaient influencer le maintien ou non du sevrage tabagique. Et à 12 mois, toujours dans l'étude Addictatine, on avait des autoquestionnaires qui étaient proposés aux volontaires. Et notamment, on s'est intéressé à l'impulsivité, et l'impulsivité par une approche qui est une approche multidimensionnelle, puisqu'on peut considérer l'impulsivité sous 5 traits. Et finalement, dans la littérature, on avait peu de choses. On savait que d'une manière globale, l'impulsivité était un facteur de risque majeur de craving, de rechute. Mais l'aspect dimensionnel est finalement assez peu abordé. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir quel était le rôle de chacune de ces 5 dimensions de l'impulsivité dans le sevrage et dans le maintien de l'abstinence. Et donc, c'est ce qu'on a étudié à partir des patients d'Addictatine, 68 patients. Donc, je fais vite, mais sur ces patients, donc on s'est intéressé aux 5 traits d'impulsivité en haut et au statut tabagique à 3 mois et à 12 mois. Et on a pu montrer des associations significatives entre 2 traits, l'urgence positive et l'urgence négative, et le maintien du sevrage tabagique, avec des corrélations négatives entre les urgences positives et négatives, c'est-à-dire des scores qui sont plus faibles chez les patients qui sont soit abstinents, soit qui ont réduit de plus de 50% leur consommation tabagique par rapport à ceux qui ont poursuivi. Et donc, c'est un papier qui est en review in à l'heure actuelle. Enfin, je termine rapidement maintenant, juste pour vous dire que ça, c'était plutôt les aspects psychosociaux, mais qu'on a aussi des travaux de recherche qui visent à identifier des déterminants ou des facteurs biologiques prédictifs du sevrage. Toujours dans l'étude Addictat initiale, on avait collecté du sang pour pouvoir faire une collection biologique et une ADN Tech en particulier. Et on s'intéresse à l'aspect génétique sous 2 formats. Un aspect pharmacogénétique avec une approche de gènes candidats où on va cibler des gènes et des polymorphismes génétiques sur des gènes qui codent soit pour la pharmacodynamie, la pharmacocinétique de la nicotine. Ça, c'est en cours. Et puis, on a un projet là qui vient d'être déposé pour un financement en collaboration avec le docteur Egloff en génétique qui va s'intéresser également à l'influence de l'environnement sur le génome, ce que j'appelle l'épigénétique. Et on va aller regarder ça avec nos patients donc, inclus dans les différentes études. Enfin, un dernier point, et là je vous promets, c'est vraiment la fin.
c'est ce dernier projet, toujours l'idée d'identifier un marqueur biologique qui serait mesurable facilement. Avec cette fois-ci, on s'intéresse au microbiote, plus précisément au microbiote intestinal. Au travers de l'étude mystère qui s'appelle Microbiote, sevrage tabagique et rechute, différence entre fumeurs actifs, fumeurs abstinents et non-fumeurs. Puisque effectivement, au cours des dernières années, il a été évoqué le rôle d'un déséquilibre du microbiote intestinal dans la survenue d'un certain nombre de pathologies systémiques. Et plus précisément, il a été impliqué le fait qu'une dysbiose du microbiote intestinal, c'est-à-dire des anomalies soit quantitatives, soit qualitatives du microbiote, eh bien, peuvent être reliées à certaines pathologies psychiatriques comme la dépression ou encore comme l'addiction. Il y a quelques données dans l'addiction, c'est ce que je vous montre ici avec une première étude sur la dépendance à l'alcool, où on a montré qu'effectivement, ce microbiote intestinal, eh bien, chez certains patients, va pouvoir induire certains troubles psychologiques, comme la dépression, comme des symptômes anxieux, comme du craving, ou encore des troubles de la sociabilité. Et là, c'est juste une étude récente qui a été un essai clinique mené chez 20 hommes qui étaient des dépendants à l'alcool et chez lequel on a fait de la transplantation fécale. En fait, on a identifié des altérations du microbiote intestinal et on a transplanté chez certains d'entre eux, eh bien, le microbiote intestinal de personnes en bonne santé. Et on montre qu'il y a 90% de ces patients qui ont bénéficié de cette transplantation fécale, qui ont réduit leur craving, par rapport à 30% seulement dans le groupe placebo. Et on a également une diminution de la consommation alcoolique chez ces patients transplantés. Chez l'homme, il y a une étude récente qui nous a un peu mis la puce à l'oreille dans le sevrage tabagique et qui montre, qui relierait en fait, donc c'est une étude à la fois in vivo et chez l'homme, qui suggère qu'il existerait un rôle du microbiote intestinal dans la prise de poids associée à l'arrêt tabagique, qui peut être un facteur de rechute d'ailleurs. Et dans un modèle murin, ils ont effectivement réussi à bloquer cette prise de poids qui suivait le sevrage tabagique en rééquilibrant le microbiote intestinal. Et ils ont utilisé des antibiotiques, en l'occurrence, pour rééquilibrer ce microbiote intestinal. Et ils rétablissaient cette prise de poids liée au sevrage par une transplantation fécale de ce microbiote déséquilibré. Et on a quelques données préliminaires chez l'homme qui montrent qu'il y aurait des différences significatives entre le microbiote intestinal entre fumeurs et non-fumeurs. Nous, ce qui nous intéresse au travers de Mystère, c'est d'aller plus loin et de voir si une prise en charge dans le cadre d'un sevrage tabagique eh bien, permet de rééquilibrer finalement un microbiote intestinal qui serait déséquilibré. Donc c'est le projet Mystère, il a été financé par la Fondation Aliénor, il est en cours actuellement et je fais ça en collaboration avec un bactériologiste qui est le docteur Maxime Pichon. Les questions auxquelles on souhaite répondre, c'est des différences dans le microbiote intestinal sont-elles causées par le tabac ? Est-ce que ces différences disparaissent avec l'abstinence? Et est-ce que l'absence de normalisation d'un microbiote intestinal pourrait être un marqueur du risque de rechute? Nos hypothèses, bien évidemment, c'est que chez un patient qui est un patient fumeur, on aurait un microbiote intestinal différent d'un patient qui est non-fumeur, et que ce patient fumeur entré dans un processus de sevrage tabagique eh bien, récupérerait, s'il est abstinent, un microbiote intestinal qui est identique à celui d'un patient non-fumeur, et qu'on pourrait relier ça aussi avec un risque de rechute. Voilà, j'ai fini. J'ai été peut-être un peu trop vaste.